Autrement dit, l'humanité n'est pas innée, l'humanité n'est pas biologique, l'humanité est acquise. Peut-être que nous aurons l'occasion d'échanger là-dessus. Donc, la seconde idée consiste de ce point de vue à dire que l'homme est un être culturel. Donc, sans les apports de la société, sans la culture que nous donnent nos semblables, nous ne pourrions pas nous humaniser. Maintenant, la troisième orientation consiste à dire, même si en réalité la culture peut-être est le propre de l'humanité, l'homme serait le seul animal créateur, même si on peut considérer également que l'homme est le produit de la culture, au sens où sans la culture nous ne pourrions pas nous humaniser, en réalité l'homme n'est pas seulement un être culturel, c'est un être bioculturel, un peu comme le dit Edgar Morin. Pourquoi disons-nous cela? Parce que nous disons qu'en réalité, l'homme dès le départ a été équipé, à la différence des autres animaux, équipé pour être apte à créer, mais aussi équipé pour pouvoir comprendre les valeurs culturelles. Et de ce point de vue, la raison de ce point de vue est un élément qu'on peut citer. Si l'homme est capable de créer, mais surtout apte à comprendre les valeurs culturelles, c'est parce que dès le départ, il a été doté par la nature d'une faculté que nous appelons la raison. Et en ce sens-là, nous considérons donc que la culture ne vient pas s'opposer à la nature. En réalité, la culture ne serait rien d'autre que son prolongement. La culture ne serait rien d'autre que l'actualisation des prédispositions de l'homme, c'est-à-dire de ses dispositions naturelles. Et on peut aller plus loin en disant donc que c'est la nature et la culture qui s'associent, qui se complètent pour façonner notre nature humaine. Et c'est la troisième orientation par rapport à laquelle, en tout cas, je vous demanderai de faire très attention. Ainsi donc, l'homme ne serait pas seulement un être naturel sans doute, mais il ne serait pas non plus seulement un être culturel, il serait un être bioculturel. Maintenant, parler de la culture, c'est aussi faire remarquer, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas une seule culture, mais qu'il y a plusieurs manifestations culturelles différentes. Les sociétés, en fonction de leurs conditions de vie ou d'existence, ont élaboré des modes de vie en réalité, parfois même qui sont très disparates, très différentes, très opposées les unes des autres. Chaque société donc a élaboré donc ses propres modes de vie, ses propres savoirs, ses propres techniques, ses propres connaissances, ses propres valeurs, ses normes, etc. qui correspondent à sa culture. Et c'est pourquoi, après avoir fait remarquer cela, nous sommes obligés de poser une question essentielle que vous abordez souvent en classe. La diversité culturelle est un fait. Et cette diversité culturelle engendre beaucoup de différences entre les hommes, si bien que nous sommes obligés de nous demander si cette diversité culturelle remet en cause ou non l'unité de l'humanité. À ce niveau également, vous le savez, vous l'avez abordé sans doute en classe avec vos différents professeurs, ça crée des problèmes. On ne peut pas nier cela, ça crée des conflits. Et c'est dans ce cadre-là que vos différents professeurs vous parlent notamment de l'ethnocentrisme, cette tendance que nous avons très souvent spontanément, donc à juger les autres, à évaluer les autres, à partir en réalité donc de nos références culturelles. Ce qui nous amène très souvent à penser que les autres sont des barbares, que les autres sont des sauvages, ou bien qu'ils n'ont pas de culture, qu'ils n'ont aucune civilisation, et parfois même à penser qu'ils ne sont pas du tout des êtres humains, ce qui nous amène de ce point de vue donc à contester l'unité fondamentale, on va dire, de l'humanité. Mais comprenez que contre une telle conception, nous nous évertuons bien entendu dans nos cours à montrer qu'en réalité, cette diversité culturelle ne saurait réellement diviser les hommes. Et c'est assez simple. C'est que quelle que soit notre culture d'origine, quelle que soit notre société d'origine, si en réalité nous sommes amenés dans une autre société, dans une autre culture, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un certain temps, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons en réalité que nous allons nous y adapter. Et de ce point de vue, donc, je vous demanderai de vous référer à un auteur comme Martien Toa qui montre dans Identité et Transcendance en réalité cet aspect-là. C'est-à-dire que finalement, la race importe peu. Nos différences culturelles ne sont pas biologiques, c'est ce qu'on appelle le biologisme. Donc, il conteste le biologisme en montrant que quelle que soit notre couleur, quelle que soit donc notre race pour être plus précis, que je sois jaune, si on m'amène chez des noirs, je vais au bout de quelque temps m'adapter à leur culture. Que je sois noir, on m'amène chez des blancs, au bout de quelque temps, je vais m'adapter à leur culture. Et tout cela, finalement, montre que les différences, en réalité culturelles, ne sont pas essentielles et qu'elles ne sauraient diviser les hommes, qu'elles ne sauraient diviser la société. Au contraire, il faut avoir une autre lecture différente de cette diversité culturelle. C'est qu'en réalité, c'est une possibilité pour nous, êtres humains, de nous enrichir. En réalité, je vous demanderai de ce point de vue de vous référer à Saint-Exupéry. Lorsque Saint-Exupéry dit « si vous m'êtes différent, loin de me léser, vous m'enrichissez ». Bo wuteek man, bien entendu, culturellement, yàqaloo ma, au contraire da nga may mottali, au contraire da nga may yokkal, loolu rek la bëgg a wax.
jàngaluñu dara lu bees parce que ñun loolu xam nañ ko. Le poète président Senghor, vous le savez, l'a bien théorisé. Donc le rendez-vous du donner et du recevoir. Bien entendu, nous sommes différents et au banquet de l'universel, chacun doit venir avec ses différences pour permettre aux autres de s'enrichir, mais également pour s'enrichir des différences des autres. Et en ce sens-là, bien entendu, la diversité culturelle ne saurait remettre en cause l'unité de l'humanité. Au contraire, comme je l'ai dit, c'est une possibilité pour nous de nous enrichir. Maintenant, parler de la culture, c'est aussi parler en réalité du travail. Parce que le travail constitue l'action qui permet à l'humanité de transformer la nature maintenant, et d'aboutir à la culture. Maintenant, lorsque nous parlons du travail, la question est essentielle. La question essentielle que nous posons est la suivante. Est-ce que le travail est seulement une réalisation de soi? Est-ce que le travail nous humanise? Ou est-ce que le travail, par certaines formes et dans certaines conditions, peut produire l'effet inverse, c'est-à-dire la déshumanisation, c'est-à-dire l'aliénation? Je vous demanderai à ce niveau un peu de vous souvenir de ce qu'on vous a dit sur Karl Marx. Mais il faut comprendre que lorsque le travail est réalisé dans les conditions optimales, comme le montre Karl Marx, le travail est réalisation de soi. Pourquoi le travail est réalisation de soi? Et de ce point de vue, je précise que le travail n'est pas seulement donc un moyen qui permet à l'être humain de satisfaire ses besoins, matériels. De ce point de vue, le travail est également une réalisation de soi. Pourquoi? Parce que le travail développe nos facultés, pas seulement physiques, pas seulement nos potentialités physiques, mais également nos facultés rationnelles et morales. Et c'est pourquoi, en ce sens-là, nous dirons que le travail est humain, humanisation. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Mais parler également de la culture, c'est aussi parler du langage. Parce qu'en réalité, même pour travailler, il faut que les hommes communiquent. Maintenant, est-ce que toute communication est langage? Est-ce qu'il ne faudrait pas considérer que le langage est universel? C'est peut-être plutôt la langue et la parole qui constituent donc des spécificités humaines. Maintenant, chez l'homme, nous savons également que la parole est en rapport avec la pensée et c'est pourquoi à ce niveau, nous étudions également leurs relations. Maintenant, lorsque nous étudions leurs relations, il y a deux positions en réalité qui se déclinent. Soit on considère que justement la parole n'est qu'un simple instrument qui vient se surajouter à une pensée déjà constituée. Et à ce moment précis, nous pourrions penser les séparer. Nous pourrions penser en dehors des mots. Soit nous empruntons la perspective hegelienne, consistant à dire qu'on ne peut pas penser en dehors des mots. Qu'en réalité, dès que nous commençons à penser, nous servons des mots. Et c'est en ce sens-là que Hegel dit que l'expérience du médecin Franz Mesmer serait insensée. Parce qu'en réalité, l'homme ne peut pas, on va dire, penser en réalité ce qu'il ne peut pas nommer. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais cela permet également de mettre l'accent sur les différentes fonctions du langage, montrant donc que le langage, même si en tout cas sa fonction essentielle est celle communicative, le langage admet bien d'autres fonctions, notamment la fonction d'élaboration de la pensée dont je viens de parler tout à l'heure, et bien d'autres fonctions sur lesquelles peut-être nous reviendrons. Voilà grosso modo ce que je voulais dire par rapport à nature et culture. Vous voyez bien que je ne peux pas entrer dans tous les détails. Je ne fais que brosser pour vous rappeler certains éléments de vos cours et en espérant que vous pourriez justement de ce point de vue, dans vos interventions, revenir là-dessus s'il y a des éléments bien précis du cours que vous n'auriez pas bien saisis. Voilà, donc après avoir parlé de nature et culture, nous parlons donc de la conscience et de l'inconscient. Je le disais tout à l'heure, là également, il s'agit de définir l'homme. Est-ce qu'il faudrait définir l'homme par la conscience? Est-ce qu'il faudrait définir l'homme par l'inconscient? Nous commençons toujours en effet en philosophie par la définition des notions, comme je l'avais dit. Donc à quoi renvoie la conscience? À quoi renvoie l'inconscient? Nous servons ici de l'étymologie, nous disons cum scientia. Cum scientia, ce qui va avec le savoir ou ce qui s'accompagne de connaissance. À partir de là, nous dirons que la conscience, c'est l'état ou l'acte de l'homme qui s'accompagne de connaissance. Parler, marcher, sauter, danser et le savoir en même temps, c'est cela la conscience. Donc c'est d'abord une connaissance orientée vers soi-même, une connaissance que l'homme a de lui-même, mais c'est également une connaissance qu'il a de la réalité extérieure. Et nous partons de l'idée que l'homme serait justement un être pensant. Il l'a dit tout à l'heure, penser, c'est réfléchir. Et la trait d'union flexion signifie un retour sur soi. Donc par la pensée, l'homme est capable d'opérer un retour sur lui-même et de se représenter ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle justement la conscience de soi. Et c'est cette conscience de soi-là qui nous définit fondamentalement. Et c'est pourquoi quelqu'un comme Blaise Pascal va considérer à la suite, bien entendu, donc de Descartes, que c'est cette conscience de soi qui découle de la réflexion qui fait notre grandeur. C'est-à-dire qui nous élève au-dessus de tous les autres êtres de la
création. Et quelqu'un comme René Descartes va considérer que c'est la conscience dans sa dimension psychologique qui définit l'être humain. Bien entendu, la conscience a également une dimension morale. C'est lorsque cette conscience-là se fait juge, nous permet en tout cas de juger nos intentions et nos actes sur le plan des valeurs morales. Maintenant, est-ce qu'on doit définir l'homme seulement par la conscience? Est-ce que l'homme est totalement transparent à lui-même? Voilà la question que nous pourrions poser aux cartésiens. Mais avant de poser cette question, une autre question s'impose. C'est qu'en réalité, quelqu'un comme René Descartes considère que la conscience n'a besoin que d'elle-même pour exister. Autrement dit, la conscience est une substance. Et là, c'est une critique interne. C'est comme ça que je le considère parce que c'est des philosophes qui se reconnaissent comme disciples de Descartes. Je parle ici des phénoménologues qui vont dire à leur maître, mais maître, vous vous êtes un peu trompé parce qu'en réalité, la conscience n'est pas une substance. La conscience est une intentionnalité, c'est-à-dire que la conscience est un acte de visée en direction du monde. On ne peut pas dissocier donc la conscience de soi et la conscience du monde. Les deux sont simultanés. C'est ce que Husserl appelle l'intentionnalité de la conscience. Mais la critique la plus décisive, c'est la critique justement de cela que Paul Ricoeur appelle les maîtres du soupçon, donc Max Nietzsche et Freud, qui vont considérer donc qu'en réalité la conscience n'occupe pas cette place centrale que les cartésiens, les phénoménologues, Blaise Pascal et tant d'autres ont voulu en tout cas lui attribuer dans la vie de l'être humain. Que la conscience finalement n'est qu'un épiphénomène, que la conscience n'est pas décisive, qu'elle ne détient pas les secrets en réalité de notre personnalité. Et de ce point de vue, je considère que celui qui annonce en réalité, donc, on va dire les maîtres du soupçon, c'est un peu Spinoza. Spinoza a été justement le précurseur des maîtres du soupçon, en ce sens que Spinoza a dit que la conscience, en réalité, n'est pas un privilège, qu'elle est la source, qu'elle est à la base de la plupart, en tout cas, des illusions que l'homme entretient sur lui-même. Et de ce point de vue, si nous prenons les maîtres du soupçon, c'est Paul Ricoeur qui les appelle les maîtres du soupçon, c'est Max, Nietzsche et Freud. Quelqu'un comme Karl Marx va considérer, vous le savez déjà, que le plus déterminant, ce n'est pas la conscience, que le plus déterminant, en réalité, c'est le milieu social dont la conscience elle-même est un produit. Mais ce qui se passe, c'est que la conscience elle-même est mystifiée, elle ne le sait pas. Nous aurons l'occasion donc de revenir un peu sur cela, sur cet inconscient social de la conscience. Vous avez également quelqu'un comme Nietzsche qui va parler d'un inconscient physiologique. Avant d'être pensé, l'homme est corps. En réalité, à ce corps se rattachent des instincts. Et sont ces instincts-là, dit Nietzsche, qui dictent à la conscience ses moindres caprices. Conscience, lu mu def nu mu ndaw a ndaw dafa am lu ko sant. Te li ko sant en réalité, ce sont nos instincts. Les ko sant sont nos désirs qui se rapportent au corps. Et c'est pourquoi, dans Ainsi parle Zarathustra, Nietzsche nomme le corps la grande raison, et il considère que finalement, ce que nous appelons la raison ou ce que nous appelons la conscience n'est qu'un petit jouet en réalité, on va le dire donc de ce point de vue, du corps. Maintenant, la révolution psychanalytique a été décisive. Pourquoi? Parce que Freud, lui, ne parle pas d'un inconscient social ou d'un inconscient physiologique. Freud parle d'un inconscient lié à la pensée. Donc, il parle d'un inconscient psychologique. Il parle donc de l'existence de tendances psychologiques qui échappent en réalité à la conscience et qui pourtant déterminent les 9 dixièmes de notre comportement. Maintenant, il faut connaître les implications, je l'ai dit dès le départ. Si nous disons que l'homme est plus inconscient que conscient, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique comme conséquence? Cela veut dire que donc dans la plupart en réalité de nos conduites, nous sommes mus par des forces, mais à notre insu. C'est-à-dire que sans nous soyons même informés de leur existence, sans même que nous soyons au courant de leur existence. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que l'homme n'est pas maître de lui-même. Il n'est pas maître de ses actes, il n'est pas maître de sa vie. Maintenant, si l'homme n'est pas maître de lui-même, s'il n'est pas maître de ses actes, s'il n'est pas maître de sa vie, est-ce qu'on pourrait dire en réalité qu'il est libre? Vous voyez que donc la définition de l'homme, soit par la conscience, soit par l'inconscient, pose la problématique de la liberté. Maintenant, dites-vous bien, et quand nous avez averti par rapport à cela, qu'en réalité, si nous disons que l'homme n'est pas libre, si nous mettons une croix sur la liberté de l'être humain, nous devrons également mettre une croix sur sa responsabilité morale. Emmanuel Kant disait de ce point de vue que la morale postule la liberté. J'espère que vous voyez bien les implications donc entre la définition de l'homme, soit par la conscience, soit par l'inconscient, et la problématique de la liberté. Maintenant, pour pouvoir dire que l'homme est libre, il faudrait que nous nous entendions sur ce qu'est la liberté. Qu'est-ce que la liberté? C'est un terme, c'est une notion en réalité polysémique. Les hommes ne s'entendent pas sur ce qu'est la liberté. Dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, nous voyons même des comportements opposés, pourtant se prévaloir tous de la liberté. Certains luttent de manière violente, en arrivent même à tuer. Ils vous diront qu'ils le font au nom de leur autodétermination, ils revendiquent leur liberté, leur indépendance. D'autres s'interdisent de tuer. Ils luttent mais de manière violente en vous disant qu'ils le font au nom de la liberté.
Certains peuvent même en arriver à se suicider. Certains vous diront que même le suicide, c'est une modalité, c'est une forme d'expression en réalité de la liberté. Là où d'autres vous diront non, ça ne peut pas être de la liberté. Parce que lorsque je pose des actes en réalité qui se retournent contre lui-même, qui me portent préjudice, on ne peut pas appeler cela la liberté. Qu'est-ce que donc finalement la liberté? Et c'est pourquoi Paul Valéry disait que finalement c'est un mot qui chante plus qu'il ne parle. C'est un mot qui a fait tous les métiers. Finalement c'est un mot qui a plus de valeur que de sens, qui n'a pas une signification précise. Pour la bonne et simple raison qu'on ne s'entend pas là-dessus. Mais peut-être que même si nous ne nous entendons pas sur ce qu'est la liberté, au moins nous nous entendons, donc on va dire, sur sa valeur. Parce que tous autant que nous sommes, nous revendiquons soit la liberté, soit davantage de liberté. Et cette conception-là, je l'ai dit d'une certaine manière polysémique, ne nous entrave pas dans notre réflexion, ne nous empêche pas de réfléchir sur la notion de liberté. Et la première problématique, vous le savez, que nous abordons, que nous apprécions ici, c'est la définition négative de la liberté comme absence totale de contrainte. Si nous disons que, et c'est la conception commune de la liberté est une absence totale de contrainte. Que faut-il entendre par contrainte? Il faut entendre par contrainte tout ce qui peut empêcher à l'homme en réalité de faire ce qu'il veut, ou d'agir, ou de réaliser ses désirs. Donc toute entrave à la volonté de l'homme, ou à ses actions, ou à ses désirs, de ce point de vue donc, on peut le considérer, on pourrait les considérer comme constituant des entraves. Maintenant, à partir de là, si je définis la liberté de cette manière, je me retourne vers vous et je vous dis, je pense que l'homme est un être libre. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça veut dire que je suis en train de vous dire qu'il peut agir sans subir d'entrave. Maintenant, qu'est-ce qui me ferait dire que l'homme pourrait échapper en réalité à toute contrainte dans ses agissements, dans ses actions, dans sa volonté? C'est que nous considérons que l'être humain est non seulement un être doté de conscience, mais c'est aussi un être doté d'une autre faculté qu'on appelle justement la volonté. Et on considère, en tout cas ce que disent les cartésiens, que par la volonté, l'homme a le pouvoir de s'autodéterminer. Il peut se déterminer donc librement, sans subir de contraintes, à faire ou à ne pas faire une chose, à adhérer ou à refuser, à faire ceci ou à faire son opposé, c'est-à-dire à faire son contraire. Et c'est pourquoi Descartes, qu'est-ce qu'il dit? Descartes dit entre faire une chose librement et la faire volontairement, il n'y a pas de différence. Et ça, vous devez le retenir. Donc la volonté fonde la liberté. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut présenter ici? Qu'est-ce qui semble en tout cas donner raison à ces théoriciens du libre arbitre? Parce qu'en réalité, ce que nous appelons là la définition de la liberté comme une absence totale de contrainte, André Lalande dit que ce n'est rien d'autre que le libre arbitre. C'est à partir de cette conception négative de la liberté qu'on a fondé donc cette conception philosophique de la liberté qui la fonde sur la volonté. Qu'est-ce qu'on peut présenter? En tout cas, qu'est-ce qu'ils nous présentent comme pouvant étayer ce qu'ils disent? C'est que, disent-ils, lorsque l'homme fait ce qu'il veut, il a un sentiment de liberté. Et c'est pourquoi Descartes dit que, en réalité, l'homme a une intuition de liberté dans le cadre de ses actes volontaires. Je l'explique de façon très simple. C'est-à-dire que si je décide d'aller à la plage et non pas de venir à l'école, puisque c'est ma décision, au moment même d'accomplir l'acte, au moment où j'accomplis l'acte, je me sentirai libre, je ne me sentirai pas contraint. Et les cartésiens disent que ce sentiment de liberté-là suffit pour prouver que lorsque l'homme fait ce qu'il veut, il est libre. Et ça également, cet argument-là, vous devez le retenir. Et c'est pourquoi, donc, le même argument est utilisé par Bergson. Bergson dit que la liberté est une donnée immédiate de la conscience. Et Leibniz également dit que la liberté est un sentiment vif et interne. Autrement dit, dans le cadre de ses actes volontaires, l'homme ressent vivement dans son fond intérieur sa liberté. Maintenant, à ce niveau, il nous faut poser deux questions assez simples. Première question, est-ce qu'il suffit de se sentir libre pour l'être? Est-ce que le sentiment de liberté qu'a l'homme, que nous ne pouvons pas nier, qui est bien réel, est-ce que ce sentiment en réalité n'est pas au fond une illusion de notre conscience? Deuxième question, est-ce qu'il est possible à l'être humain d'échapper à tout déterminisme, d'échapper à toute contrainte? Vous savez que l'homme est un être multidimensionnel. C'est un être naturel, il vit au sein du milieu physique, le cosmos. Or, les sciences de la nature nous apprennent que justement l'univers obéit à des lois. Il y a des rapports de cause à effet qui existent au sein de la nature. Et donc, est-ce que l'homme, en tant qu'élément naturel, pourrait y échapper? Est-ce qu'il pourrait échapper à la causalité naturelle? Deuxièmement, l'homme est aussi un être social. Est-ce qu'il peut revendiquer l'indépendance, l'autonomie au point de transgresser les normes ou les lois de la société? C'est une autre question qu'on peut se poser. L'homme est aussi un être biologique, il a des désirs, il a des instincts.
dans beaucoup de circonstances, ne sommes-nous pas déterminés quelque part par ses instincts, par ses désirs, au point d'avoir des conduites, des comportements que nous pourrions par la suite, lorsque la conscience reprend le dessus, regretter. L'homme est aussi un être psychologique. Et de ce point de vue, c'est pourquoi je disais que le cours sur la conscience et l'inconscient est en rapport avec le cours sur la liberté. Est-ce qu'au fond, nous ne sommes pas déterminés par notre inconscient? Et très souvent, Freud dit, l'homme croit vouloir. Il dit je veux en réalité, alors qu'en réalité, c'est le ça qui veut. Si c'est le ça qui veut, alors que nous croyons vouloir, sommes-nous réellement libres? Et c'est pourquoi les déterministes vont mettre l'accent sur le fait que l'homme est au centre, l'homme est au carrefour de multiples influences, de multiples déterminismes, de multiples déterminations. Et c'est pourquoi ils vont carrément rejeter, remettre en cause son indépendance, c'est-à-dire remettre en cause son libre arbitre. Maintenant, il n'y a pas que les déterministes, vous le savez. Il y a également les fatalistes. Et souvent, je dis aux Sénégalais, on n'a pas besoin d'expliquer en sénégalais ce qu'est le fatalisme. Dans le fatalisme, on a fatum qui veut dire destin. Les fatalistes sont ceux-là qui croient au destin. Et donc, ceux-là qui croient au destin considèrent qu'il y a un ordre des choses qui est déterminé, bien avant même notre naissance, bien avant même notre conception, par une volonté qui nous transcende. Quelle est cette volonté qui nous transcende? C'est notre fameux Ndogolu Yalla. Tout ce qui arrive, on vous dira que ça arrive par la volonté divine. À ce moment précis, ça veut dire que l'homme n'est pas indépendant. Ça veut dire que la volonté de l'homme sur laquelle on a voulu, les cartésiens en tout cas, ou les théoriciens du libre arbitre de manière générale, ont voulu inscrire ou situer en réalité la liberté, que cette volonté humaine n'est rien d'autre que le jouet donc, du destin. Et en ce moment précis, donc nous rejetons, nous remettrions alors en cause, on peut dire, l'autonomie ou l'indépendance de l'être humain. Maintenant, comprenez que même ceux-là qui parlent de déterminisme, ont senti quand même le besoin, la nécessité de sauver une part de liberté pour pouvoir sauver une part de responsabilité. C'est la troisième partie en réalité donc de ce cours ou de cette leçon sur la liberté, c'est-à-dire cette conciliation qu'il y a eu entre déterminisme et liberté. Comment peut-on dire que l'homme est déterminé et en même temps dire qu'il a la possibilité de s'affranchir? Ça également, vous devez le comprendre. Quand nous parlons de déterminisme naturel, nous disons qu'il y a un rapport de cause à effet au niveau de la nature, rapport de cause à effet auquel l'homme ne pourrait pas échapper. À ce niveau, alors, comment pourrait-il s'affranchir? C'est assez simple. Hein? La leçon est d'abord donnée par Spinoza. Spinoza qui dit que donc la liberté ne réside pas dans l'indépendance. Vouloir attribuer à l'homme en réalité une indépendance, c'est vouloir quelque part le concevoir comme un empire dans un empire. C'est-à-dire en faire de l'homme une exception. Alors qu'au même titre que les végétaux et les animaux, ils restent soumis quelque part à la causalité naturelle. Et de ce point de vue, Spinoza dit que pour être libre, l'homme doit faire l'effort rationnel. Laisser parler sa nature rationnelle, réfléchir. S'il réfléchit, il comprendra sa situation d'être déterminée. Et s'il comprend qu'il ne peut rien face à cette nécessité naturelle, alors il l'acceptera et en l'acceptant, il se rendra libre. Donc, chez Spinoza, la liberté, ce n'est pas l'indépendance. L'homme ne saurait être indépendant vis-à-vis des lois naturelles. La liberté, c'est plutôt la connaissance et l'acceptation de la nécessité. Vous avez également la perspective donc de Bacon, Francis Bacon, les Français diront François Bacon. François Bacon, il dit on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Ça veut dire que donc si l'homme fait l'effort rationnel de découvrir les lois de la nature, et c'est ce que nous faisons par le biais de la science, et s'il fait l'effort d'y conformer sa volonté, ce que nous faisons par le biais de la technique, parce que la technique n'est rien d'autre que l'application des lois de la nature, il peut s'affranchir de certaines contraintes naturelles. Dit de cette manière, ça peut paraître un peu abstrait, et c'est pourquoi souvent, j'entre dans les détails pour que vous puissiez comprendre. Comprenez que les lois de la nature ne sont rien d'autre que les rapports de cause à effet qui existent au sein de la nature. Et cette même science, ou ces mêmes sciences de la nature, qui nous ont appris ce principe du déterminisme, nous disent que les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent les mêmes conséquences. Dès lors que l'homme donc maîtrise ce rapport de causalité, qu'est-ce qu'il va faire pour s'affranchir des contraintes naturelles? C'est qu'en réalité, il va simplement faire une application. C'est-à-dire que chaque fois qu'il aura besoin d'une conséquence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer les causes. Et si les conditions sont réunies, il obtiendra les conséquences. C'est ainsi que donc l'homme est devenu un peu comme maître et possesseur de la nature. Grâce par exemple à la découverte par les scientifiques de la loi de la pesanteur et grâce à son application par les techniciens, en réalité l'homme est devenu comme maître et possesseur de la nature. Aujourd'hui, nous arrivons donc à créer des avions qui nous permettent de voler, alors que naturellement nous n'avons pas d'ailes. C'est ainsi donc que, malgré le déterminisme naturel, en réalité, l'homme peut s'affranchir de certaines contraintes physiques. Maintenant, comprenez bien de quoi il s'agit. Nous ne sommes pas en train ici de parler d'indépendance. Nous ne sommes pas en train ici de parler de liberté absolue. Nous sommes en train de dire que chaque fois que l'homme réussit
en réalité, à s'affranchir d'une contrainte, qu'est-ce qu'il fait? En réalité, il agrandit son espace de liberté sans pourtant avoir une liberté absolue. Que faudrait-il également faire par rapport au déterminisme social? J'ai dit tout à l'heure que dans le cadre social, si l'homme revendique l'indépendance au point de transgresser les lois, que va-t-il se passer? En réalité, c'est très simple. Il sera emprisonné. Si je transgresse les lois de la société, on considérera que je porte atteinte aux droits des autres à leur liberté. Ces droits, ces libertés étant garantis par les lois, sont les lois elles-mêmes en réalité qui vont me punir. Et c'est pourquoi Saint-Just dit que dans le cadre social, en réalité, point de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc je ne suis libre dans le cadre social que si je fais en réalité l'effort de respecter les lois. Et Jean-Jacques Rousseau, que vous avez au programme, l'a bien compris. Et c'est pourquoi, que dit Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau dit: il n'y a point de liberté là où il n'y a pas de loi, ni là où quelqu'un est au-dessus des lois. Pourquoi? Parce que les lois sont censées rétablir l'équité, c'est-à-dire l'égalité de droit entre les hommes, entre le fort et le faible. Et de ce point de vue, comprenez-le. Donc, quand je dis rétablir l'équité, c'est-à-dire que je sois fort comme Bombardier ou que je sois faible, peut-être comme Yao Dial, de toutes les manières, ça ne compte plus. Nous aurons de ce point de vue donc les mêmes droits et les mêmes obligations face aux lois. Et de ce point de vue donc, il y a une précision de taille également à apporter. C'est vrai, nous pourrons dire que c'est grâce aux lois et en respectant les lois que nous pourrions être libres. Mais attention, Rousseau pose une conditionnalité. Rousseau dit à condition que les lois soient des lois démocratiques. C'est-à-dire à condition que les lois émanent de nous-mêmes. Si les lois sont des lois despotiques, si les lois émanent d'un homme, un seul homme qui a tous les pouvoirs, c'est lui en réalité qui incarne le pouvoir exécutif, c'est lui qui légifère, c'est lui qui fait les lois, c'est lui également qui représente le pouvoir judiciaire. À ce moment précis, forcément c'est lié à la nature humaine, dit Montesquieu, il va en abuser. Mais par contre, si les lois émanent de nous-mêmes, on pourrait dire à ce moment précis que les lois seront l'expression de la volonté générale. Et à ce moment précis, en respectant les lois, nous saurons que nous le ferons dans le sens de l'intérêt général et nous saurons que nous ne faisons qu'obéir à nous-mêmes. Et c'est pourquoi Jean-Jacques Rousseau dit que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Je vous ai également parlé tantôt du déterminisme biologique. C'est important. J'ai dit tout à l'heure que nous avons un corps, des instincts qui nous amènent à avoir certains comportements que nous pourrions regretter par la suite. Que faut-il faire à ce niveau? Il faut prendre le temps de laisser parler notre nature rationnelle, c'est-à-dire de réfléchir. Et c'est pourquoi Leibniz dit que plus l'homme réfléchit, moins il est le jouet de ses passions, moins il est le jouet de ses instincts. Ça veut dire que finalement, la liberté ne se résout pas dans l'acte irréfléchi. Il ne s'agit pas seulement de faire sa volonté aveuglément, mais que la liberté en réalité réside dans l'acte de l'homme le plus réfléchi. Et en ce sens-là, je l'ai dit tout à l'heure, cela veut dire que plus nous réfléchissons, moins nous devenons le jouet de nos instincts, moins nous devenons le jouet de nos passions, et même du point de vue du déterminisme psychologique. J'attire également votre attention là-dessus, c'est que certains pensent que à partir de cette conception de la psychanalyse, il est impossible à l'homme de pouvoir s'affranchir. Je dirais que non. Et c'est pourquoi Freud lui-même dit que là où est le ça, le je, le moi doit advenir. Par certaines précautions, on peut aider l'individu à s'affranchir de son déterminisme en réalité, on va dire du ça, de son déterminisme, en tout cas de ses tendances psychologiques inconscientes. Et cette libération, à mon avis, est symbolisée par la guérison du malade. Parce que le malade, il est mu par son ça. Mais si on le fait aider par un psychanalyste, le psychanalyste peut l'aider à comprendre son inconscient, à comprendre les tendances psychologiques qui le gouvernaient. Et s'il en devient conscient, en réalité, il s'affranchit. C'est-à-dire que donc, même dans le cas d'un déterminisme psychologique, en réalité, je parle ici du déterminisme de notre ça, la libération, en réalité, n'est pas de ce point de vue donc à remettre en cause. Au contraire, Freud montre qu'il est possible de s'en affranchir. Voilà grosso modo ce que je voulais dire par rapport à la conciliation donc de la liberté et du déterminisme. Et le dernier point, ici sur le cours sur la liberté, a trait à la relation entre liberté et responsabilité. Les choses sont assez simples. Si je dis que l'être humain, en réalité, est un être autonome, est un être indépendant, il peut faire ce qu'il veut. Non seulement par la conscience, il peut se représenter le bien et le mal, il peut se représenter également ses actes de par sa dimension psychologique de sa conscience, et à part de là, de par sa volonté, il peut choisir. Si on me demande est-ce qu'il est responsable, est-ce qu'on doit lui imputer ses actes, je dirais mais bien évidemment, on doit lui imputer ses actes. Pourquoi? Parce que c'est librement qu'il a choisi de les commettre. À ce moment précis, la problématique de la responsabilité, en réalité, ne se posera pas. Mais si je vous dis que l'être humain est déterminé, comment puis-je vous dire qu'il est déterminé? Qu'il y a des forces en réalité qui le font mouvoir
et en même temps vous dire qu'il est responsable. C'est pourquoi à ce niveau, je vous donnerai en tout cas deux perspectives. C'est d'abord la trouvaille des stoïciens. Qu'est-ce que les stoïciens ont senti? Ils ont senti le besoin, comme je l'avais dit tout à l'heure, de sauver une part de liberté pour pouvoir sauver une part de responsabilité. Et c'est pourquoi Épictète, qu'est-ce qu'il va dire? Épictète va dire que de toutes les choses du monde, les unes dépendent de nous et les autres n'en dépendent pas. Autrement dit, tout ne relève pas de la volonté divine, tout ne relève pas de la nature. Il y a sans doute ce qui relève de la nature, mais il y a également ce qui relève de nous-mêmes. Et par rapport à cela, nous sommes libres et nous sommes responsables. Dit de cette manière également, ça peut paraître abstrait. On va essayer donc de l'expliquer de façon en tout cas beaucoup plus terre à terre. C'est que on peut dire que notre naissance, par exemple, ne dépend pas de nous. Naître dans un pays pauvre ou dans un pays riche ou dans une famille riche ne dépend pas de nous. Ça relève en réalité de la volonté divine, ça relève de la nature. Ça, ce n'est pas notre part de liberté. Mais une fois que nous sommes dans cette famille en réalité pauvre, ne pas nous battre pour nous en sortir, être fainéant, paresseux, ça dépend de nous. Donc nous avons une part de liberté et par suite nous avons une part de responsabilité. Maintenant, l'autre perspective, c'est la perspective kantienne. Kant, qu'est-ce qu'il dit? Kant dit que l'homme est un être double. C'est un être empirique. En tant qu'être empirique, il évolue au sein de la nature et au sein de la société. Donc en tant qu'être empirique, il ne peut manquer de subir des influences. Mais attention, c'est aussi un être rationnel, c'est l'autre dimension de l'homme. Et en tant qu'être rationnel, même s'il subit des influences, on doit considérer que ses actes sont libres. Je l'explique également là de façon très simple. Quand il dit, imaginez que quelqu'un, par un mensonge pernicieux, très nuisible, introduise un désordre dans la société. Moi, je prendrai un exemple beaucoup plus terre à terre, c'est le vol, que quelqu'un vole. Il dit, au moment même en réalité de le juger, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va commencer par invoquer les conditions empiriques qui ont dû l'influencer. On va dire que s'il a volé, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu l'éducation qu'il fallait. Peut-être que son père était ivrogne alcoolique, n'avait pas le temps de l'éduquer, sa mère poursuivait, etc. On pourrait évoquer également les mauvaises fréquentations et dire que s'il a volé, c'est parce que tous ses amis qu'il fréquentait étaient justement, on va dire, des délinquants, des fumeurs de chanvre, des voleurs, des agresseurs, etc. Il dit, mais malgré tout, nous allons le blâmer. Pourquoi allons-nous le blâmer? Parce que nous estimons qu'il est également un être des raisons. Et qu'au moment même en réalité de l'acte, il a dû peser le pour et le contre. Donc il a dû choisir. Et dans la mesure où son acte a été déterminé par sa raison, malgré toutes les conditions empiriques qui ont dû l'influencer, nous allons considérer que c'est un acte libre et de ce point de vue, le tenir pour responsable. Voilà grosso modo ce que je voulais dire sur la liberté. J'ai donc terminé en réalité par parler très rapidement de l'État. Là également, je ne vais pas entrer dans certains détails, je vais juste donc mettre l'accent sur les points essentiels du cours. Lorsque nous parlons de l'État, nous commençons par dire qu'est-ce que l'État, la nature de l'État. Nous commençons également par dire quelle est son origine, quelles sont ses caractéristiques. Mais tout cela, c'est en vue, en réalité, de parler de l'orientation de l'État, pour être plus précis, de parler de la finalité de l'État. Est-ce que la finalité de l'État, c'est le bien commun? Est-ce que la finalité de l'État, en réalité, c'est d'assurer la sécurité et la liberté des individus? Ou est-ce qu'il faut penser autrement? On commence en réalité par parler de l'origine de l'État. Ngour, fumu djogé. Ça, c'est la question essentielle. La première conception qui a prévalu, que vous connaissez, c'est que Ngour yalla koy joxe. Et à ce moment précis, si je dis que Ngour yalla koy joxe, je devrais également accepter de dire que celui qui a le pouvoir en réalité politique ou le pouvoir temporel n'a pas de compte à rendre aux hommes. C'est-à-dire qu'il peut même abuser de son pouvoir. Et c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. Mais nous savons très bien qu'à partir de 1575, le dernier quart du XVIe siècle, il y a eu un changement radical, impulsé en réalité par des philosophes et par des jurisconsultes. C'est ce qui passe tout leur temps à demander aux professeurs quelle est l'utilité de la philosophie. L'utilité est là. C'est qu'ils ont aidé en réalité à réorienter et donc de ce point de vue à rationaliser l'univers politique. Et à partir de cet instant, ils vont se dire que celui qui détient le pouvoir politique, il n'est pas du tout le représentant de Dieu sur terre, avec liberté d'abuser de son pouvoir. S'il peut exercer son pouvoir convenablement comme il le faut, c'est qu'il bénéficie forcément du consentement tacite, consentement ouvertement donné, ou du consentement en tout cas tacite des hommes. De toutes les manières, il y a consentement. S'il y a consentement des hommes, il n'est plus le représentant de Dieu sur terre, il est bien le représentant des hommes. Et c'est pourquoi donc l'État en réalité est une forme d'organisation politique créée par les hommes. Et dès lors, tout change. Parce que si je dis que l'État n'a pas pour origine Dieu, que l'État est une forme d'organisation créée par les hommes, on me demande mais quelle est la finalité de l'État ou quelle doit être sa finalité? Tout va changer. Je dis donc sa finalité, comme le dit John Locke,
ne peut pas outrepasser les limites de l'utilité publique. C'est-à-dire que donc l'État ne doit viser que le bien commun, c'est-à-dire l'intérêt général, la sécurité et la liberté des hommes. Maintenant, il y a une troisième orientation, c'est la conception notamment des marxistes et des anarchistes qui vont dire qu'en réalité, l'État n'émane ni de Dieu, ni de la volonté des hommes, ni du consentement des hommes manifesté dans un contrat social, comme le disent John Locke, Rousseau, Spinoza, etc. Ils vont dire non, c'est la force qui a institué l'État. Maintenant, si je dis que c'est la force qui a institué l'État, par exemple, c'est la lutte des classes sociales qui a institué l'État, bien entendu, si on me demande quelle est la finalité de l'État, je ne pourrais pas dire que c'est la liberté de tous et la sécurité de tous. Et ça, vous le comprenez aisément. Et c'est pourquoi donc, les marxistes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que l'État n'est pas là pour l'intérêt général. L'État n'est là que pour garantir les intérêts d'une classe sociale, à savoir la classe bourgeoise au détriment des prolétaires. Vous demandez aux anarchistes qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire en réalité que l'État n'est là que pour garantir ses propres intérêts au détriment de l'intérêt général. Non seulement l'État nous exploite, vit sur le dos des individus, mais l'État nous empêche même d'être libres. Parce que pour les anarchistes, la liberté, c'est la première conception de la liberté. La liberté est une absence totale de contraintes. Or, on ne peut pas, dans la définition même de l'État, ne pas parler de contraintes. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'État sans loi. C'est pourquoi dans la définition de l'État, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous rappelle la définition donnée par William Lapierre. Mais c'est une définition en réalité qu'il reprend. C'est la définition de Bourdieu. Il dit que l'État est un pouvoir politique institutionnalisé et non pas individualisé. C'est un pouvoir politique institutionnalisé, c'est-à-dire que c'est un pouvoir de droit. Donc un pouvoir qui obéit à des règles d'ordre juridique, qui fondent d'ailleurs sa légalité. On dit à partir de cet instant, il n'y a pas d'État sans loi. Mais vous le savez tous, partout où il y a des lois, cela signifie que tout n'est pas permis aux individus. Cela voudrait dire qu'il y a des permis, mais il y aura forcément des interdits. Il n'y a pas également d'État sans utilisation de la force. Ça également, vous devez le retenir. L'État use de la force à travers ce que lui, Althusser, appelle les appareils répressifs d'État. La police, l'armée, la gendarmerie, la justice, etc. etc. Et donc, ça veut dire que l'État peut même utiliser la violence physique pour nous contraindre à respecter son autorité ou pour nous contraindre à respecter sa volonté. Alors, est-ce qu'en réalité, l'État, de par sa nature, peut aller de pair avec la liberté? Les anarchistes vont dire non. Qu'en réalité, l'État ne peut pas aller de pair avec la liberté, parce que la liberté, elle est absolue ou elle n'est pas. Bakounine dit que si vous la restreignez, vous la limitez en réalité par des lois, ou en utilisant la force pour contraindre les individus, vous l'avez détruite. Ce qui vous reste, si vous voulez, vous pouvez l'appeler sécurité, dit Bakounine, mais vous ne pouvez plus l'appeler liberté. Bien entendu, ces penseurs-là dont je viens de parler, on va les appeler les anti-étatistes, ceux qui sont contre l'État. Et de ce point de vue, les marxistes, vous le savez, leur orientation consiste à dire que les prolétaires doivent s'organiser, ils doivent s'unir pour opérer une révolution sociale. Lorsqu'ils seront à la tête de l'État, qu'est-ce que les prolétaires vont faire? Ils vont supprimer la propriété privée des moyens de production. Ce qui fait, dit Ulyanov-Lénine, qu'il n'y aura plus de classe sociale à mater par l'État. Et donc l'État en tant que pouvoir va devenir superflu et donc dépérir, c'est-à-dire disparaître progressivement. Et par rapport à cela, les anarchistes vont dire que l'État doit disparaître tout de suite et maintenant. Maintenant, cette conception également, vous le savez, anarchiste, est partagée par Nietzsche, même si Nietzsche n'est pas un philosophe anarchiste. Nietzsche dit clairement qu'en réalité, les anarchistes ont raison. L'État nous fait croire qu'il est là pour nous, qu'il nous représente. Mais en réalité, c'est un mensonge. Et l'État ment dans toutes les langues pour nous faire croire en réalité qu'il nous représente, alors qu'il ne représente que ses propres intérêts. Tout le monde le sait. Nietzsche dit que l'État, c'est le plus grand monstre froid. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Maintenant, à côté, vous avez ce qu'on appelle les étatistes, je l'ai dit tout à l'heure, qui pensent que l'État émane de la volonté des individus. L'État émane donc d'un contrat social, en réalité, ou d'un pacte social. Et c'est pourquoi, à leurs yeux, l'État ne peut viser que l'intérêt général. De ce point de vue, quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau dit que l'État doit viser la liberté, parce que dans l'état de nature, les hommes étaient libres. Il ne faudrait donc pas que le contrat qui institue l'État se fasse au détriment de la liberté. Vous avez quelqu'un comme Thomas Hobbes, le philosophe anglais, qui va dire que l'État doit viser d'abord et avant tout, en priorité, la sécurité, parce que c'est parce que les hommes manquaient de sécurité dans l'état de nature, en réalité, qu'ils ont accepté de renoncer aux droits qu'ils avaient de se gouverner eux-mêmes au profit d'un homme ou d'une assemblée d'hommes qui va devenir donc la personne représentative de l'État que Hobbes nomme le Léviathan. Maintenant, John Locke et Spinoza montrent qu'il n'y a pas véritablement d'opposition, parce qu'en réalité, les hommes veulent les deux à la fois. Nous voulons la sécurité, c'est-à-dire la protection de notre propre personne contre la violence de nos semblables,
la protection de nos biens matériels, mais nous voulons également la liberté. Et tout cela va dans le sens, on va le dire, de l'intérêt général. Maintenant, la problématique, en réalité, doit être tranchée. Est-ce qu'il faudrait que l'État disparaisse? Je pense qu'aujourd'hui, l'orientation est inverse. On ne peut pas, quelque part, théoriser la disparition de l'État. Parce que la société n'est pas homogène, encore une fois. Et cela aussi, c'est quelque chose que je vous inviterai, en réalité, à bien retenir. La société est composée d'individus, mais également de groupes d'individus qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts socio-économiques. Donc, laissés à eux-mêmes, sans un pouvoir pour arbitrer entre leurs intérêts divergents, ils risqueraient de s'affronter par les armes de la violence et cela peut-être risquerait d'aboutir à une disparition de la société. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le problème n'est pas est-ce que l'État doit disparaître? La problématique, c'est quel est le régime politique? Quelle est la forme de gouvernement ou de gouvernance qui serait mieux à même d'assurer l'intérêt général? Et c'est à ce niveau souvent qu'en classe, vos professeurs comparent les régimes politiques qui ont existé par le passé et qui existent en tout cas aujourd'hui également. Des régimes tels que l'aristocratie, des régimes tels que la plutocratie, des régimes tels que l'oligarchie, des régimes tels que le totalitarisme. Et parmi ces régimes, souvent on vous cite la démocratie en vous disant, en tout cas, on ne dit pas que c'est un système parfait. Là aussi, il faut que ça soit clair. Mais nous disons que c'est un système, c'est le système en tout cas, on va dire, qui paraît en tout cas le plus apte, si je m'exprime ainsi, en tout cas le moins mauvais, voilà, c'est le mot, le moins mauvais pour gouverner les hommes. Parce que la démocratie également a des tares. Qu'est-ce que la démocratie? La définition courante qu'on donne, c'est de dire que la démocratie, à part de l'étymologie, démos et kratos, démos c'est le peuple et kratos le pouvoir. On dit donc que c'est le pouvoir du peuple, parce qu'on parle de l'idée que le pouvoir appartient au peuple. On dit par le peuple, exercé par le peuple, et on dit pour le peuple, pour son propre bien, pour le bien public. Et donc c'est en ce sens-là d'ailleurs que Rousseau, que vous avez au programme, est considéré comme un des précurseurs de la démocratie, parce que Rousseau a théorisé dans le contrat social que la souveraineté appartient au peuple. Maintenant, dans les démocraties modernes, ce ne sont pas des démocraties populaires. La démocratie n'est pas exercée directement par le peuple, mais la démocratie est exercée par le peuple, par le truchement de ses représentants. Montesquieu également a dit en ce sens-là qu'il faudrait qu'il y ait une séparation des pouvoirs pour que par la disposition des choses, en réalité, le pouvoir arrête le pouvoir. Ce qui fait que donc, si un seul homme a tous les pouvoirs, nous pourrions être sûrs, c'est lié à la nature humaine, en réalité, qu'il va forcément en abuser. Et donc, par cette disposition, le pouvoir pourra arrêter le pouvoir. Ainsi, les droits des citoyens ne seront pas en réalité bafoués. Et c'est pourquoi peut-être la démocratie, dit-on, est le moins mauvais régime politique. Parce que la démocratie assure également donc, des droits aux individus qui ne sont pas perçus comme des sujets, en réalité, face à un maître, mais qui sont perçus en réalité comme des citoyens, c'est-à-dire ayant sans doute des obligations, mais ayant également des droits. Et parmi ces droits, vous avez le droit d'expression. Au Sénégal, dans le cadre de ce droit d'expression, vous avez également inscrit au niveau de notre constitution donc le droit à la marche. Autrement dit, et souvent vous entendez donc les acteurs politiques le rappeler souvent, on n'a pas en réalité à demander une autorisation pour faire des marches. C'est un droit qui est inscrit au niveau de notre constitution. Préfet dañ koy yëgal rek ne ko prophète bëgg nañ tel jour ñu marche jógee fii dem fii pour suñuy opinion li nekk suñu dënd nu mun ko génne parce que suñu charte ndeyu réew muy suñu constitution nga xam ne moo sut ci loi yëpp moo ñu ko may looloo tax ñu yaakaar ne démocratie bokk na si système yu gën a en tout cas moins mauvais noonu laa ko mën a waxee en français système le moins mauvais. Ça veut dire que quelque part donc am na ay ax ak yelleef yi nga xam ne consacré nañ ko doomu aadama yi ci biir démocratie. En dehors du droit d'expression, on a également le droit de vote. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si les populations ne sont pas contents par rapport aux actions des gouvernants, ils ont la possibilité en réalité de les sanctionner. C'est-à-dire d'user du droit de vote lors des élections en démettant donc le représentant et en choisissant d'autres. C'est-à-dire que donc tout est fait pour que en réalité ceux qui gouvernent et qui ne sont pas les propriétaires du peuple, qui ne sont que les représentants du peuple, aillent dans le sens de l'intérêt général. Mais je le rappelle, même dans la démocratie, il peut y avoir parfois un écart entre les principes et ce qui se fait dans la réalité. À ce moment précis, cela veut dire que nous devons comprendre que la démocratie n'est pas seulement l'expression d'un suffrage universel. Et c'est un texte qu'on avait donné à l'examen, peut-être que certains s'en souviendront,
c'est le texte d'Alain qui dit que la démocratie, ce n'est pas seulement le suffrage universel. Il faut qu'il y ait une opinion publique qui puisse servir d'instance de contrôle à l'action des gouvernants. Ce qui fait que donc, si les gouvernants, en réalité, ne font pas ce qu'ils avaient promis, que cette instance-là puisse les contraindre, que cette opinion publique, quelque part, puisse les contraindre à aller dans le sens de l'intérêt général. Et à ce moment précis, c'est-à-dire que si nous n'avons pas, en réalité, donc on va dire cette opinion publique, notre démocratie, en réalité, serait une démocratie peut-être imparfaite. Ce ne serait pas véritablement une véritable démocratie. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire donc, par rapport à la vie sociale. Donc, nous allons peut-être prendre une petite pause de 5 minutes et ensuite donc, prendre vos questions par rapport donc, au domaine numéro 1, la réflexion philosophique, et par rapport à la vie sociale.